Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Mathieu Lambosa, je suis doctorant de 4e année, je vais lancer le compteur, de thèse à l'Université de Lorraine, et je travaille plus particulièrement sur les territoires du textile, du cuir et de la chaussure et de l'habillement en France entière, en étudiant leur dynamique d'évolution notamment, sur pas mal d'aspects. Et donc vous m'avez invité il y a quelques mois à communiquer ici pour vous parler d'espaces productifs, et j'ai choisi de vous parler donc de certains territoires que j'ai étudiés dans le cadre de ma thèse, avec cette communication que j'ai appelée les territoires désindustrialisés et réindustrialisés, le cas de l'industrie de l'habillement, du cuir et de la chaussure et du textile. Et donc avant de commencer d'entrer dans le cœur du sujet, je vais revenir sur un nombre de définitions qui sont propres à ma thèse, comme ça vous pourrez mieux vous approprier ce que je vais vous raconter, qui fera le lien avec ce qui a été dit avant et le lien avec ce que vous transmettez tous les jours, ou si vous êtes à la retraite, que vous avez transmis et que vous voulez continuer de transmettre. Donc en définissant ce que sont les territoires pour moi de l'industrie de l'habillement, du cuir et de la chaussure et du textile, sous l'acronyme HCCT, ce que sont des productions identifiables, ce que sont des savoir-faire, ce que sont d'autres termes de développement de la filière, héritage, dynamique, mutation, et enfin ces fameux termes d'industrialisation, désindustrialisation et quelques-uns autres, et pour aboutir à l'offre de formation, puisque tout ceci est en lien, en fait, en interrelation les uns dans les autres. Alors, les territoires, donc j'ai mis à chaque fois les références principales en dessous de la diapositive. Donc le territoire, dans son acception, c'est donc une portion d'espace contrôlé et approprié par un groupe social, par une société, avec un État qui effectue des contrôles, et un territoire industriel plus particulièrement, il se caractérise par une série d'aménagements et la présence de savoir-faire, par les personnes, par les entreprises, issus de processus d'industrialisation, mais sur un territoire donc défini, et vous avez vu des exemples juste avant, avec l'exemple de la ville-usine fonctionnelle, dont je parlerai d'un exemple notamment plus tard, qui se caractérise par la fonction de production qui prévaut sur le reste, au sein d'un territoire avec espace productif d'habitat construit par un industriel, donc avec une planification qui est faite. Ensuite, le territoire industriel donc de l'habillement, cuir, chaussures, textile, qui, dans le cadre de ma thèse, je l'ai défini comme étant un territoire industriel traduit par une part importante d'activité industrielle, donc supérieure à 10 salariés, alors que c'est fait normalement la base, mais j'ai descendu à 10, qui sont actives et inactives, parce que quand ça a fermé depuis quelques années, une dizaine d'années, il y a toujours un héritage qui est laissé, ne serait-ce que par exemple des bâtiments, des savoir-faire, un centre de formation, etc. Une production identifiable, pour parler, comme ça a été vu dans la Glass Valley juste avant, en fait, quelque chose qui fait partie de la stratégie et du positionnement de l'industriel, avec une image de marque, voilà, donc avec ce terme-là qui est utilisé dans les années, depuis des années 50, et ce qui aboutit à des territoires spécialisés, comme avec le cluster que vous avez vu juste avant, je me raccroche pour faire le lien, avec donc une mosaïque de systèmes de production régionaux interdépendants qui peuvent donc exister. Pour en venir à ces termes d'industrialisation, désindustrialisation, donc l'industrialisation, on peut le définir comme étant donc, le processus d'aménagement à l'échelle d'un territoire axé sur une production industrielle diversifiée ou non, et à l'inverse, la désindustrialisation, c'est donc le processus de perte échelonnée ou brutale d'entreprises et de ses emplois à l'échelle d'un territoire, mais pas forcément des savoir-faire, ça on y viendra plus tard. Et la délocalisation, c'est donc le départ d'un site industriel avec son activité, parfois son matériel de production, d'un pays vers un autre. Et donc par opposition, la relocalisation, donc le rapatriement d'activités délocalisées dans le pays d'origine, pas forcément au même endroit. C'est des termes très en vogue actuellement, donc c'est pour ça que c'est important de les mettre en perspective, et avec ses conséquences spatiales sur les espaces de production qui peuvent être réorganisés. Et enfin, donc réindustrialisation, donc un processus, on peut l'observer en étudiant les chiffres de l'emploi, qui se progressent dans la presse locale aussi, l'augmentation du nombre d'emplois et d'activités des entreprises, en fait, d'entreprises et d'emplois à l'échelle d'un territoire, on peut le mesurer comme ça. Pour terminer sur les quelques définitions, j'ai envie de vous parler donc de ces notions d'héritage, qui sont en fait l'ensemble des transmissions matérielles et immatérielles d'une génération vers une autre, avec la dimension sensible que cela peut prendre
J'ai vu que vous êtes professeur d'histoire-géographie, et l'aspect du textile, ça vous a marqué parce qu'il y a eu du textile dans la région Hauts-de-France, etc. Donc il y a cette dimension-là qui apparaît. Et donc mutation, donc c'est un changement au niveau d'un site de production, ou une parcelle quand on construit un centre Amazon, ben voilà, il y a un changement qui est visible au niveau architectural et paysager, ou non, quand c'est des changements en interne, on ne voit pas forcément l'aspect de l'extérieur, donc voilà, pour cette définition-là. Et enfin, donc, ça aboutit à la dynamique, et à la dynamique, donc, ce sont des processus globaux et locaux, qu'on peut mesurer donc localement, qui orientent l'ensemble des stratégies de développement de l'entreprise au niveau de leur type de production et de la localisation des activités, et ça on verra des exemples après, parce que tous ces termes, en fait, ils sont en interrelation permanente entre eux, donc entre cette fameuse dynamique globale qui oriente les mutations des sites de production, développer des nouvelles chaînes de production, par exemple, faire des extensions de bâtiments, et donc nécessité de former des personnes pour les recruter, ou les faire évoluer, pour permettre de faire muter des sites de production, les lignes de production, construire des nouveaux sites, et donc ça oriente aussi cette dynamique globale avec cette capacité de produire différemment, d'innover, et donc tout ceci est dépendant de l'évolution technologique, de la demande sociale, de la demande industrielle, donc en fait c'est une question qui est sans fin et qui est une dynamique un peu perpétuelle. Donc j'organise ma présentation autour d'une question principale, entre désindustrialisation et réindustrialisation, des mots qu'on utilise, qu'on lit souvent, quasiment quotidiennement dans la presse. Quelles sont les conséquences territorialisées de la filière de l'HCCT, avec un premier point où je vais parler plutôt des territoires désindustrialisés, réindustrialisés, héritage et renouveau, donc avec une échelle plutôt France. Et en deuxième partie, je vais vous parler des enjeux de la réindustrialisation formée et aménagée, avec des exemples que vous pourrez réutiliser dans le cadre de vos cours en particulier. Alors dans ce premier point, je vais essayer de répondre à certaines questions, donc en filigrane, au fur et à mesure. Comment s'organise la filière? Quels sont les territoires qui accueillent les sites de production? Quelles sont les dynamiques au niveau des emplois? Et je vais commencer avec une carte de l'emploi en 2019, donc avant la crise de la Covid, où il y a par commune tous les emplois, donc c'est d'après les URSSAF, tous les emplois dans le domaine du textile, cuir, habillement et chaussures en France. Et donc j'ai fait représenter les principales régions textiles historiques notamment, et avec donc le nombre d'emplois. Et quand il y a un employeur principal, j'ai fait figurer les employeurs principaux sur un territoire, sur une commune. Voilà. Et où on s'aperçoit qu'il y a des territoires principaux, des territoires secondaires, des concentrations plus ou moins fortes d'entreprises encore en activité sur le territoire. Et quand il y a un peu moins dans l'entreprise, comme dans le Nord ou Alsace-Vosges, mais ça transparaît un peu moins, il y a toujours un héritage, et cet héritage-là, il transparaît quand on étudie, quand on fait une carte des musées, par exemple, où, en fait, si je fais ça assez vite, vous voyez, on revoit ces territoires-là, donc musée du textile, du cuir, bon, il y en a certains qui sont passés un peu sous mes radars, mais en fait on a des concentrations à certains endroits et des savoir-faire qui remontent, qui émergent sur cette thématique-là. Et c'est aussi donc une valorisation de tout un héritage industriel sur un territoire. Et une autre partie de l'héritage, c'est la formation pour accéder à ces emplois, avec notamment les baccalauréats professionnels du cuir et du mode, qui existent, qui sont descendants de filières locales, qui sont développées grâce à des industriels qui étaient installés là, et donc aussi universitaires avec licence et master mode, et là aussi un lien avec les régions historiques où il y avait une activité qui s'était développée. Maintenant je vais basculer au niveau des emplois. Au niveau des emplois, voici la répartition par département, cette fois-ci, avec donc une nouveauté, la filière du textile, là c'est uniquement textile habillement. Je les séparerai en fonction des différentes étapes de fabrication, c'est-à-dire que la fibre elle a besoin d'être préparée, ensuite d'être tissée, ensuite potentiellement une étape d'ennoblissement, et ensuite des étapes de fabrication, donc plutôt du linge plat, hors habillement, hors technique industrielle et fabrication pour l'habillement, donc ça porte de lui-même. Et vous avez donc des départements où il y a toutes les étapes de fabrication, beaucoup d'emplois, et à peu près toutes les couleurs des étapes de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut faire un produit fini avec toutes les étapes
de la ligne de valeur. Et quand on les regroupe par région, on a donc ces fameux grands territoires où il y a absolument tout, et d'autres territoires qui sont spécifiques, qui ont des spécificités propres, avec une dominante de vert, par exemple l'habillement en Île-de-France et dans l'ouest de la France. Mais quand on s'intéresse à l'évolution de l'emploi récente, depuis 2006, on se rend compte qu'il y a une baisse du nombre d'emplois dans le domaine donc une dynamique de la baisse du nombre d'emplois dans le domaine de l'habillement et dans toute la filière, à l'exception du domaine de fabrication de textiles techniques et industriels qui est le seul à se maintenir, à augmenter un petit peu son effectif. Et quand on s'intéresse au cuir chaussures, donc on a une répartition des emplois par département avec donc certains territoires qui sont spécialisés, avec en fait des cercles totalement verts qui représentent la fabrication articles de voyage, maroquinerie, et donc une augmentation en termes d'emploi qui est à l'opposé en fait de ce qu'on a vu juste avant pour l'habillement, avec une spécialisation dans le domaine du luxe notamment. Et ce qui m'amène donc à un second point, par rapport aux héritages urbains, parce que là on a vu les héritages en termes d'emploi, de musées, etc. Mais au niveau urbain, il y a des productions qui sont faites, comme la ville industrielle, la ville-usine non planifiée, la ville-usine planifiée. Et donc je vais voir des exemples, je ne suis pas allé trop loin, avec notamment Roubaix-Tourcoing. Donc là je vais reprendre mes notes parce qu'il y a des choses un peu précises, avec des fois des dates et tout, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc ici, Roubaix-Tourcoing, donc c'est deux villes un peu industrielles qui sont en continuité, en conurbation, avec l'accueil de centres de recherche notamment le CETI et l'IFTH, le Centre européen des textiles innovants et l'Institut français du textile habillement, qui sont construits en 2013, et vous voyez cette photo ici, voilà, ce sont les bâtiments qui sont là, dans un espace qui a été occupé jusque dans les années 1950 par un ensemble industriel et ferroviaire développé par et pour l'industrie du textile. Et en fait, ce développement-là, il a été rendu possible grâce donc il y avait donc ces villes qui existaient, Roubaix-Tourcoing dans ces limites-là, et l'industrie a permis donc de construire des usines, de construire des systèmes qu'on appelle des systèmes paternalistes avec des cités, et donc la ville s'est agrandie au fur et à mesure grâce à ces systèmes-là. Et donc c'est dans cette partie-là où il y avait ces systèmes-là, pas beaucoup de logements de cités, mais en tout cas des usines, un embranchement ferroviaire. Et c'est à cet endroit-là que la métropole de Lille notamment, et aussi la région, ont financé, ont agi sur les friches, et ils ont donc abouti à la création de ces deux organismes-là, ne serait-ce que les bâtiments. Et ce sont des bâtiments qui ont un enjeu majeur pour l'avenir de la filière, où se joue la certification de production, le contrôle qualité, la formation. Et donc cette zone a été inaugurée en 2013, et l'ancien site qui accueillait notamment l'IFTH a été détruit, et il était à Villeneuve-d'Ascq, détruit en 2014. Et ensuite, donc, les archives nationales du monde du travail, c'est ce bâtiment ici. Alors j'en vais en dire quelques mots. Donc il a été construit en 1843, et il a été reconstruit en 1866 à la suite d'un incendie. Mais si j'en parle, c'est parce que il fait l'objet d'une patrimonialisation. Il a été classé, il est toujours classé monument historique. Et donc ces particularités-là font qu'il a été classé en 1982, je ne sais plus la date exactement, donc quelques années avant la fermeture du site, qui était en fait coincé, parce qu'il était ici sur la carte, la ville s'est développée autour, il ne pouvait plus s'étendre, avoir de nouvelles lignes de production adaptées aux nouvelles demandes, et après très vite, avec la crise des années 60, il a commencé à percliter, à fermer, jusqu'au début, à la fin des années 70, et donc il y a eu ce projet, qui a été lancé par les instances, par l'État, enfin je vais assez vite parce que j'ai peur de déborder, pour en faire ce qu'il est actuellement. Donc un organisme qui permet de protéger sa façade notamment. Donc c'est un héritage aussi industriel. Ensuite je vais vous parler d'une ville aussi non planifiée, et là je vais vous parler de Caudry. Alors on est toujours dans le Dor, et donc c'est la ville de la dentelle avec une patrimonialisation qui est faite notamment dans ce musée de la dentelle que vous voyez en photo, vous voyez l'entrée. Alors, si je retrace rapidement l'histoire, en fait, la dentelle se développe dans le nord de la France au moment où les Anglais fuyaient en fait un système de brevets
Il s'installe à Dunkerque, à Calais, et aussi à Caudry, à 130 km des côtes. Et pour comprendre pourquoi il y a un système de ville-usine non planifié, où je vais y arriver juste après, le territoire est rural à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville qui existe. Et en fait, la production, c'est la betterave à sucre. Et ce type de production laisse en fait du temps disponible aux gens pour faire autre chose. Et en fait, les industriels donc anglais se saisissent de cette disponibilité-là pour s'installer et développer leur activité. Ce qui fait qu'ils installent plusieurs usines. Donc, vous voyez tous ces carrés-là, certains sont encore en activité. Ils aménagent aussi donc, certaines cités ouvrières, voilà, quand ils ont besoin de main-d'œuvre, en fonction de différentes phases de développement que je ne vais pas développer ici. Et ça aboutit en fait à donc, une commune, un village avec tout un système autour qui aménage, et donc la ville passe de 2000 habitants à plus de 13 000. Et là, je crois que c'était 1880. Voilà pour ce changement-là. Et alors, après, avec la crise des années 60, une partie des entreprises ferment, mais l'activité se maintient. Caudry s'adapte aux nouvelles méthodes de produire, aux nouvelles matières, et aussi aux nouveaux débouchés, comme le luxe. Et au niveau de l'organisation du territoire, les entreprises en activité sont plus toutes dans ces faubourgs industriels, mais elles se positionnent dans les zones d'activité, les zones industrielles. Les entreprises de la filière du textile. Ensuite, je vais basculer donc dans mes loges et je vais vous parler d'une ville-usine planifiée, en tout cas ce qui s'en rapproche, parce qu'il y a d'autres exemples de villes-usines planifiées en France et aussi au Canada. J'ai entendu parler du Canada tout à l'heure, et donc là il y en a, les villes de compagnie. Alors, je vais attendre d'afficher ça. Voilà, comme ça. Alors, il y a un élément emblématique qui est patrimonialisé, en tout cas dans cette ville-là, je vais partir de ça, c'est donc ce bâtiment qui s'appelle la Rotonde. C'était une sorte de foyer, salle de théâtre, terme pour les ouvriers qui travaillaient donc à la BTT. La BTT, c'est le pointier numéro 4 sur la carte, blanchisserie et teinturerie de Taon. Et ainsi, donc, c'est un bâtiment qui a été construit par l'industriel. Il a contribué à construire un certain nombre de cités ouvrières et un certain nombre de bâtiments, dont celui-ci qui fait l'objet de nos classements et qui est à la fois imposant, il est en forme de croix de Lorraine, je crois. Et donc l'activité industrielle dans le domaine du textile permet à d'autres activités de se développer parce que le site commence à fermer au fur et à mesure, et donc une partie est réemployée. Il y a une blanchisserie qui s'installe et une usine de fabrication de boyaux en cellulose, donc c'est pas du textile, dans les annexes de l'usine originelle. Et donc au cœur de l'ancienne usine, il reste une friche, et donc il y a aussi d'autres anciennes usines plus petites, qui sont donc la 2 et la 3. La 2, elle a été détruite et il va y avoir un supermarché et des petits collectifs qui vont être construits, et le 3 a été reconverti en supermarché. C'est une ville-usine planifiée, ou en tout cas ça s'en rapproche, parce qu'il y a un industriel principal, vous voyez par rapport aux tailles, mais par rapport au nombre d'emplois quand on les regarde, qui contribue à aménager Taon et qui contribue donc à le faire passer d'un statut donc, de village, avec le bourg qui est plutôt par là, à un statut de ville avec l'augmentation du nombre d'habitants et les services qui contribuent à amener. Donc il n'y a plus d'emploi dans le domaine du textile à Taon, mais par contre, il y a toujours une activité industrielle dans cette zone ici d'activité qui s'appelle Innova 3000. Et donc pour vos cours, ce que je vous dis, c'est ce schéma donc, de la ville-usine avec l'organisation de l'usine, des axes de communication, des zones d'habitat, pour parler à la fois de l'héritage, quand l'activité est encore présente ou quand elle est passée. Et je trouve que c'est intéressant de le donner même en document quand vous étudiez certains cas aux élèves. Ce qui amène donc au point numéro 2, les enjeux de la réindustrialisation formée et aménagée, où je vais essayer de répondre à certaines questions ou aborder certains aspects, comme comprendre les métiers s'y former, la construction de territoires industriels et les stratégies de valorisation des industriels. Alors je vais essayer d'aller vite. Je vais vous parler du cas d'Issoudun dans l'Indre. Donc en 1916, il y a l'industrie de la banque qui se développe dans la commune.
C'est la maroquinerie de l'Indre, et l'entreprise emploie vite une centaine de personnes et jusqu'à 470 au moment de la vente du site au groupe Louis Vuitton en 87. Un centre de formation au métier du cuir se développe pour répondre aux besoins de la maroquinerie de l'Indre. Donc c'est un baccalauréat métier du cuir option maroquinerie qui est enseigné au lycée polyvalent Balzac d'Alembert. C'est ici ce petit losange. L'établissement possède un internat d'excellence. Le parcours dure 3 ans, inclut 22 semaines en entreprise. L'établissement est localisé à une centaine de mètres de Louis Vuitton, à Issoudun. L'entreprise s'est donc installée dans la ville. Il a racheté en fait le bâtiment noir qui est là. Il s'est ensuite construit au point numéro 2 sur la carte pour profiter du savoir-faire, et ce qui permet au territoire de maintenir une offre de formation à une échelle très locale. Et Louis Vuitton construit un nouvel établissement en 88 dans la zone d'activité, un an après avoir acheté la maroquinerie de l'Indre, donc la zone d'activité de la Limoise. Voilà. Et en 2022, le groupe confirme son implantation et développe à Condé, la commune au sud, un site de production en pleine campagne. Donc c'est le point numéro 3 sur la carte, c'est pour ça que c'est pas centré uniquement sur Issoudun. Et toujours dans le domaine du luxe, je vais vous parler donc du plateau du Val d'Aron. Donc là c'est dans le Puy, avec une vue aérienne que j'ai reconstituée en 3D, mais on peut faire ça avec Google Maps, pour vous montrer en fait une ampleur de développement de la filière, avec donc ces différentes communes, et en noir les sites de production, les 4, d'une entreprise que vous voyez, mais on les voit mieux ici par carte. Voilà. Donc le plateau du Val d'Aron subit une forme d'industrialisation récente dans le domaine de la maroquinerie de luxe. L'activité, c'est celle de l'entreprise SIS, vous avez l'acronyme ici sur la diapositive qui est assez compliqué. L'entreprise originelle est fondée en 1983, c'est assez récent, et après avoir changé de nom à plusieurs reprises, le site se repositionne dans l'industrie de la maroquinerie de luxe. Le site originel, en fait, il se retrouve coincé dans la commune d'Avoudré, là où il est originaire, coincé entre la route qui relie le village à la gare et la voie ferrée, donc ici. Et donc en 2011, il crée un centre de formation, il enjambe en fait la voie ferrée avec cette passerelle qui est privée, qui lui appartient. Et donc c'est là que tout commence. Le site se développe, il construit donc ce site de formation-là, et la filière du luxe, en fait, elle est porteuse car l'entreprise se déploie dans l'ensemble du plateau, le plateau du Val d'Aron. En 2015, vous voyez ici le nombre de personnels à chaque fois par commune, ce qui fait que ça diminue parce qu'on les forme et après on les envoie dans un site de production. Donc en 2015, il réinvestit un site, une ancienne usine à Val d'Aron, donc on voit ici sur la carte le point numéro 2. En 2017, il s'installe à Étalans, le point numéro 3. Et en 2019, un autre site de production est construit au nord d'Avoudré, avec la construction d'une zone industrielle avec ce projet-là, pour d'autres entreprises. L'entreprise passe donc de 200 emplois en 2007 à plus de 800 en 2019. Donc ça c'est d'après les dossiers. Maintenant que j'ai parlé du cuir, je vais vous parler maintenant du textile, et donc je vais vous parler de certaines stratégies des entreprises dans le domaine du textile, avec certaines formes de valorisation, donc par exemple les labels Nord, Terre Textile, Vosges Terre Textile, qui sont assez récents, qui ont le Vosges Terre Textile le plus ancien une dizaine d'années, donc c'est en fonction des différentes organisations locales. En fait, ces labels visent à protéger, à dire qu'une production, elle a 75% des étapes de fabrication qui sont faites sur un territoire. Donc c'est pour valoriser les productions. Mais parallèlement à ça, il y a d'autres labels, d'autres formes de valorisation des entreprises plus petites, notamment avec les entreprises du patrimoine vivant. Qui sont donc, il y en a quelques-unes. Le label est créé en 2004-2005, mais il prend véritablement son ampleur dans la filière à partir des années 2012, quelque chose comme ça. Et donc ça valorise l'entreprise en fonction de ses savoir-faire et de son histoire, qui doit être assez ancienne. Et il y a d'autres formes de valorisation qui sont les indications géographiques. Donc ce sont les plus récentes. Ce sont des productions qui sont portées auprès de l'INPN, l'Institut national de la protection intellectuelle, par des entreprises, par un groupe d'entreprises au niveau local. Donc les productions obéissent à un cahier des charges, et on va voir l'exemple du linge basque. Alors les productions de linge basque, avant qu'elles soient là, c'était des bérets, des espadrilles. Ces productions sont attestées un peu partout dans les villes du Piémont des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est au début du XXe siècle que des unités de production sont mises en place, avec la production donc, qui a lieu dans des villes comme Mauléon-Lichard et Oloron-Sainte-Marie, où vous avez la carte. Le débouché principal, c'était à la base les ouvriers des mines du Nord, dans le nord de la France,
L'espadrille protège en effet les pieds des mineurs jusqu'à l'invention de la chaussure de sécurité. Ainsi donc, un industriel s'est spécialisé dans le tissage de toiles pour espadrilles. Il émerge en 2010 à Bidos, donc c'est la commune juste à côté, commune de banlieue. Donc c'est l'Artigue qui est devenu l'Artigue 1910. Et dans cette même ville de Laurent, vous avez donc l'Oler que vous connaissez notamment actuellement pour la fabrication de bérets, mais qui fabriquait à la base des espadrilles. Donc avec la fin de cette demande en espadrille, le tissage de l'Artigue 1910 opère une transition et elle est vraiment effective à partir des années 1990 pour se concentrer sur la production de linge basque qui est alors en plein essor. Alors le linge basque, il est originaire de la région mais d'une autre ville. Donc en fait c'est la ville d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. L'industriel Tissage Moutet est fondé en 1874 et se positionne sur la production de linge plat. Et c'est en 1919 qu'il crée une collection qui symbolise les 7 provinces basques. Donc vous avez ici un exemple dans un atelier. Donc les 7 rayures, donc c'est un aspect sur la production. Et en fait ça fonctionne tellement bien que ça devient une collection pérennisée. Et donc le linge basque est né, et donc la demande permet au tissage Moutet et au tissage l'Artigue, mais aussi à d'autres dans la région, c'est les deux dont je vous parle là, de se positionner sur cette production spécifique. Et donc face à la production de linge basque des pays à bas coût, les industriels réagissent et portent un projet auprès de l'INPL, l'IG linge basque, est homologué en 2020, et les premières étiquettes sont mises sur les productions durant l'été 2022. Donc voici comment on protège des emplois, une production au niveau local et savoir-faire et entreprises qui vont avec. Et je vais terminer donc cette deuxième partie en vous parlant des aménagements visibles dans le paysage, qui est donc un palimpseste, le paysage, c'est-à-dire qu'on arrive à voir comme sur ces parchemins où il y a les anciennes écritures et les nouvelles qui sont écrites par-dessus, on arrive à tout lire, et donc c'est ce dont je vais vous montrer, avec la nécessité d'aller sur le terrain, tout le temps et de temps en temps quand on peut, quand c'est à proximité, pour les étudiants. Et je vais commencer par vous parler de la ville-usine non planifiée de Rue-sur-Moselle, où il y a donc 2 usines principales. Alors je m'excuse, sur la carte j'ai inversé le numéro 1 et 2, ils sont inversés. Ils sont inversés, donc c'est une vue depuis les hauteurs, où on voit en fait le bourg ici qui s'est développé donc avec l'ancienne route nationale 66 qui passait ici. Et ensuite une première usine qui a été construite ici, une grande usine avec des cités ouvrières qui sont reparties, on verra sur la carte juste après. Et ensuite une seconde usine sur ce point-là qui a été construite, ce qui a contribué à faire passer donc, tout ça de village à commune. Et donc sur cette carte-là, je vais vous parler d'un projet de 1083 notamment, en partant tout d'abord de certains héritages comme particulièrement ces cités ouvrières, j'en profite pour les développer là. Donc ces caractéristiques d'un habitat en Lorraine, mais pas que, ce sont là, dans ce cas-là, des cités jumelles, et c'est un héritage qu'on peut trouver un peu partout, en lien avec l'activité industrielle, et en fait elles possèdent un jardin, ce sont des cités-jardins, ceux-là. Et donc le jardin alimentaire répond à plusieurs objectifs pour l'industriel qui les construit. Il construit aussi un centre socioculturel géré donc par la commune. Donc ces jardins permettent aux ouvriers de produire une partie de la nourriture que l'ouvrier consomme. Il occupe l'ouvrier en dehors de son temps libre. Il évite de tout dépenser dans les bars. Et donne un sentiment de propriétaire pour qu'il s'attache à la terre et qu'il devienne moins vindicatif. Donc d'être moins syndiqué. Donc voilà par rapport à l'organisation du territoire en général, jardin qu'on voyait un petit peu qu'on peut deviner en tout cas par rapport à la forme des habitations. Ces cités-là, donc sur cette photo-là, elles sont toujours habitées, elles appartiennent à des privés. L'industriel s'en est séparé, les a vendus. Cette privatisation conduit à une personnalisation de ces logements-là avec des couleurs, vous voyez sur cette photo-là. Et donc cet espace en fait est personnalisé mais se caractérise par son homogénéité avec donc, des extensions, des couleurs, des volets, bref, tout change. Et ce quartier devient finalement dans la ville un quartier d'habitation un peu comme un autre, mais qui reste marqué par une certaine géométrie. Et donc c'est important de comprendre ça, d'aller au-delà d'un seul site industriel, mais de voir tout ce qu'il y a autour, même quand l'usine est détruite. Alors, je vais passer là-dessus. Et je vais vous parler donc rapidement du projet. 2083, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là,
c'est une entreprise à mission qui a pour objectif de relocaliser en France la production de jeans, et donc qui a réinvesti récemment, en 2018, une entreprise qui s'appelle Valeru Industries, pour déployer une usine de confection de jeans ici dans les Vosges. Alors en 2083, l'objectif est double de cette opération. Il s'agit de racheter son fournisseur de toiles de jeans selon un processus écologique et de développer une filière intégrée pour produire le jean sur place. Donc ça débute en 2018, il me reste à peu près 5 minutes. Voilà. La crise sanitaire en fait retarde le projet, c'est à partir de 2021 que cela prend forme, et il y a donc une recherche d'ouvrières qui a été faite selon une méthode de MRS, méthode de recrutement par simulation, où on évalue pas le CV mais les habiletés des personnes, avec un parcours, avec des formations réalisées avec le Greta local et des phases de stage en entreprise, notamment. Donc c'est une forme de réindustrialisation, mais il n'y a pas de bâtiment, puisqu'ils réinvestissent une ancienne usine, et c'est ça que je vais vous montrer. Ils ont donc réinvesti à peu près la moitié de cette ancienne usine-là, et ils se sont installés là-dedans. Ils n'ont pas construit, il n'y a pas d'extension nouvelle qui a été faite, il n'y a pas de nouvelles routes, de nouvelles opérations qui sont faites par rapport à ce projet-là. Ce qui n'est pas le cas des deux suivants dont je vais vous parler. C'est donc Commercy dans la Meuse, et avec notamment la construction d'une usine de production qui est donc ici, vous voyez là, avec l'aménagement d'une zone d'activité qui va avec, et je vais aller vous montrer ça donc sur la carte. Alors il s'agit de Safran Albany, c'est une usine fabriquant des textiles techniques dans le domaine de l'armement, c'est pour mettre à l'intérieur des turbines des avions de combat. Et donc en 2017, en fait, le site ouvre et donc compte 266 emplois. C'est un gros employeur pour une ville de quelques milliers d'habitants, je crois 3000 habitants. En 2011, en fait, c'est le sénateur de la Meuse, qui s'appelle Gérard Longuet, où il y a en fait une base militaire qui est ici, et qui doit fermer. Et donc en compensation, en fait, en compensation de cette fermeture et du fait qu'il est le ministre des Armées, il fait jouer ses connaissances, on appelle ça, son candidat d'adresse, voilà, pour faire installer en fait une entreprise pour avoir des emplois voilà, qui arrivent sur sa commune. Donc c'est une compensation à la fermeture du régiment. Mais ce n'est pas tout en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne détruit pas le régiment pour construire l'usine à la place? Pourquoi on s'installe ici? Ben, en fait c'est l'industriel Safran Albany qui va faire une coopération de deux entreprises. Leur projet, en fait, c'est de reproduire un peu une entreprise qu'ils possèdent déjà à Rochester, dans le New Hampshire. Et c'est l'opportunité pour le territoire de construire une zone d'activité qui va accueillir autour de lui d'autres entreprises qui peuvent s'installer, un restaurant, enfin faire tout un lieu de vie à côté donc, de la ville de Commercy. Et l'idée, c'est de mutualiser en fait, un rond-point qu'on voit à l'entrée du site. Donc, le site, c'est vraiment un regard fonctionnaliste. L'idée c'est de mutualiser tout ça et de permettre le développement de la ville. Et en dernier cas, je vais vous parler des lois. Donc l'activité débute en 1861 dans la ville et a été rachetée par un homme qui s'appelle Victor Tintoret en 1928, donc c'est une ancienneté, un ancrage ancien sur le territoire. Et en 2000, en fait, l'usine est gérée par son petit-fils. Et il y a un orage de grêle qui touche le site donc, qui était installé ici. Voilà, donc il n'y est plus. Un orage de grêle qui détruit quasiment tout. Et donc le projet, c'est quoi? Le projet, c'est de reconstruire, mais de reconstruire ailleurs dans une zone d'activité, c'est-à-dire, par exemple, ici. Donc un hangar fonctionnaliste aussi, donc on bascule de ce point de vue ici à ce bâtiment, ici en rouge, dans la même commune, ils veulent rester dans la même commune. Et donc c'est un tissage, mais le tissu n'est pas son activité actuelle. Et je vais terminer cet exemple-là et ensuite conclure rapidement avec une citation de l'industriel là, et qui peut faire écho donc, à certaines dynamiques que vous pouvez faire étudier en classe. Donc l'entreprise Tintoret est familiale, je dirais même patrimoniale. Au départ, nous étions filateurs et tisseurs. On tissait ce qui était filé, plutôt que de tisser ce que demande le client, j'ai modifié cette approche. Nous fabriquions des sacs depuis 10 ans, ce qui
représente 30% de notre tissage. Nous fabriquons aussi du lin pour des vêtements folkloriques autrichiens, des toiles enduites pour des sacs Louis Vuitton, des pochons pour bijoux et chaussures, Hermès, Chanel, des tissus pour l'intérieur des gants de sécurité ou encore pour l'étanchéité des tunnels creusés sous les autoroutes. Nous nous sommes mis à l'abri de la mode et des questions de pouvoir d'achat. Donc cela montre bien ce positionnement dans le luxe, dans le textile du technique. Donc je passe par rapport aux différentes cités qu'on voit en arrière-plan, ou du réemploi de la zone industrielle avec des maisons et une zone de jeu qui a été construite dessus. Et en termes de conclusion, je veux donc présenter cette fameuse année sur le terrain. Donc là, c'était il y a une semaine, avec des étudiants en deuxième année de licence en géographie de l'Université de Lorraine, où finalement, peu importe la thématique étudiée, là c'est du textile, là avec un point de vue, on est allé à cet endroit-là, pour comprendre la ville, en faisant parler de la subjectivité, l'objectivité à chaque fois, depuis un point de vue. Par exemple, en se baladant dans une ville, dans le cadre de stages de terrain, et je finis là-dessus, et aussi pourquoi pas d'inviter des personnes à communiquer, des experts, des gens responsables de l'urbanisme, etc., sur l'aménagement du territoire, pour comprendre aussi pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça n'aurait pas pu être fait autrement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lambosa. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Lambosa sur sa présentation? Bon, c'était un peu dense, on voulait dire beaucoup de choses. Ah, Monsieur le... Juste une précision, j'ai entendu dans un reportage qu'il y avait à nouveau des filières qui allaient s'ouvrir dans des lycées techniques dans le Nord pour la formation sur le textile, justement. Oui, alors sur donc la réouverture de filières dans le nord de la France, oui, alors la formation c'est pas au cœur de ce que j'ai étudié, mais en tout cas c'est à l'initiative des entreprises et de l'IFTH, enfin du siège comme ça des collaborations d'entreprises, regroupements d'entreprises, et donc ce sont des projets qui sont portés. Mais la question c'est la question de la pérennité, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça va durer dans le temps? Et donc, pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette question-là, comment c'est fait. Mais c'est vraiment en fonction de la demande, et cette demande-là, elle est faite par les industriels. Et vu que c'est pour la filière de l'habillement, on n'a pas les mêmes enjeux, et les industriels n'ont pas les mêmes enjeux que pour la filière du luxe, par exemple, ou du technique. Donc c'est plus compliqué, ces emplois sont plus facilement délocalisables. Donc en fait, ce qui apporte une fragilité, en fait, ça dépend des modes de consommation des gens. Voilà. Mais pour pérenniser en fait une formation, pour continuer à avoir des emplois, mais c'est vraiment des instances au niveau local et national qui viennent en appui des entreprises pour consolider, recréer même ce type de formation.